Hello les lumières! Je vous propose un nouvel épisode de questions-réponses actu où j'ai fait un mélange de questions que vous m'aviez posées et j'ai ajouté également 2 questions qui m'intriguaient de mon côté pour continuer de soulever le tapis des mystères sous nos pieds. Merci à tous pour vos sujets proposés et on est parti les lumières! Alors nous commençons par la question de Cède Leroy. Est-ce que Haïti a été la terre des 7 rois qui dominaient le monde il y a 300 ou 400 ans? Ou plutôt, est-ce que Haïti a joué un rôle déterminant sur le monde entier? Alors ce que j'ai eu en retour, c'est qu'il y aurait eu des rois sur Haïti, oui, il y a longtemps. C'était comme une dynastie qui a traversé le temps depuis l'époque de la Lémurie. Il y avait encore des rois il y a 300 ou 400 ans, mais qui n'ont jamais dominé le monde d'après ce que j'ai eu. Haïti n'aurait pas eu un rôle déterminant non plus, apparemment. Ce serait un reste de l'Atlantide avec un héritage lémurien ancestral. Donc il y avait sur cette terre de rois, oui, qui a perduré un héritage lémurien jusqu'à ce que la connaissance se perde, qu'elle soit oubliée, que les Haïtiens oublient d'où ils venaient à l'origine, que cela soit complètement dilué dans le temps. Et après, comme vous savez, cela devient des mythes diffusés dans la culture orale. Alors pour le chiffre 7, ce serait par rapport au savoir. La terre d'Haïti aurait été divisée en 7 territoires avec 7 rois et 7 domaines d'activité complémentaires. Cette configuration des 7 a été maintenue pendant une longue période en sachant qu'il y a longtemps, Haïti était beaucoup plus grande que celle que nous connaissons et qu'avec la disparition de l'Atlantide, elle a gardé la taille qu'on connaît actuellement. C'est étonnant parce que je ressens plus cette terre lémurienne qu'Atlante en énergie vibratoire. Alors, il y a plus de 400 ans, il n'y avait plus ces 7 parties et ces 7 rois. Apparemment, c'était seulement un roi avec un pays qui a tenu jusqu'à ce qu'il rencontre des problèmes. Comment ça, des problèmes? Eh oui, parce que quand les Européens sont arrivés, ça a commencé à mettre le bazar. On a essayé de casser la culture ancestrale, l'héritage ancien, parce que ça ne rentrait pas dans le dogme qu'une certaine élite, qu'on connaît tous, voulait déjà mettre en place. Le projet, c'était déjà d'établir en amont un nouvel ordre, le fameux nouvel ordre mondial. Donc tout ça ne pouvait pas être gardé, donc on a cassé les liens, les repères de ces personnes sur leur propre terre en instaurant des choses néfastes comme l'alcool. Et si on prend en référence ce que l'alcool a fait comme ravage dans la civilisation amérindienne, voilà, pour donner qu'à cet exemple-là, on comprend bien pourquoi ça a été mis en place. Donc l'idée c'était de faire perdre la connexion avec l'essence divine. On a dilué les anciennes connaissances pour que ce soit oublié, que ce soit plus qu'un souvenir lointain et qu'on sache plus s'en servir, qu'on n'ait plus les connaissances en soi. On peut d'ailleurs souligner que cette méthode d'effacement de mémoire, si on peut dire, a été utilisée sur toutes les cultures anciennes spirituelles de la planète et on a volé plus loin quand on a même fait disparaître complètement des peuples, n'est-ce pas? Ok. Passons maintenant à la question suivante de Jean-Michel. Si les technologies ne seront offertes quand notre fréquence vibratoire sera suffisamment élevée, pourquoi des galactiques involutifs ont-ils eu accès à des technologies avancées? Ce que j'ai reçu intérieurement, c'est que les êtres involutifs ont eu accès à une technologie avancée car ils auraient fait des pactes aussi de leur côté, mais je ne sais pas avec qui. Donc, cette technologie avancée qu'ils ont reçue correspondrait à leur degré de vibration. Donc c'est une technologie plutôt agressive qui est développée pour asservir et détruire toujours. J'ai noté qu'on ne les empêcherait pas d'avoir cette technologie parce que il y a un libre arbitre. Et oui, il est toujours là. Cependant, il y a quand même un point de non-retour que ces êtres involutifs avec cette technologie avancée ne peuvent pas franchir, sinon il y a intervention directe et ce point de non-retour ce serait donc les destructions massives comme les explosions de planètes qui déstabilisent l'équilibre d'un système solaire ou des destructions qui perturbent le champ des dimensions, par exemple comme le nucléaire déviant chez nous. Donc l'humanité a eu depuis très longtemps accès à des technologies avancées. Vous connaissez ce que ça a donné il y a des milliers d'années, engloutissement de continents, voilà, soleil caché, cataclysme et j'en passe pour les résultats. Donc ensuite, ces technologies n'étaient plus accessibles à la plupart des peuples de la surface car c'était caché, mais vous savez que la petite élite a fait ses petits pactes pour avoir accès à ces connaissances, donc contrat entre cette élite et des êtres de polarité négative et ça donne encore des technologies destructrices.
Et la technologie que nous allons obtenir bientôt ne sera pas du même ordre que celle de ces civilisations prédatrices, puisque la nôtre sera une technologie consciente, lumineuse. Ok, question de Véronique. Ah bah c'est moi cette fois-ci. Alors, quelle est cette question? Que se passe-t-il au Groenland de caché actuellement? Pourquoi DT voudrait-il annexer le Groenland? Alors j'ai entendu le mot portail, il y a de la technologie cachée, c'est toujours pareil, il y aurait des entrées derrière le mur de glace, il y a encore des tunnels à nettoyer en dessous, des dernières choses là-bas à vider, il y a des portails à fermer au niveau vibratoire. Si vous voulez, c'est un peu comme en Antarctique, mais pas de la même ampleur. Pendant longtemps, il y a eu un petit peu tout et n'importe quoi au Groenland aussi, au niveau expérience bizarre, laboratoire et j'en passe. Donc il fallait faire le ménage là-bas aussi. L'Antarctique, c'était quand même vraiment le pompon. Là, c'est à échelle plus réduite. Il y aurait une entrée vers l'intraterre au Groenland. Il y a aussi comme un avant-poste stellaire qui est en préparation. Donc il faut faire place nette avant, il faut que ce soit clean. J'ai l'impression que le Groenland pourrait être comme un avant-poste du nouveau monde, comme un test de vie en communauté lumineuse. C'est comme si on testait peut-être le modèle de nouveau monde là-bas avec une nouvelle technologie, l'énergie libre, le système GSARA et avec de petits groupes d'êtres humains choisis pour voir comment ça se gère. Alors c'est pour ça que DT veut annexer le Groenland officiellement. Officieusement, il n'y a pas besoin d'annexer quoi que ce soit, mais bon, ça c'est pour la surface. Donc l'idée est de vivre avec un nouveau modèle de société plus éclairé. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres endroits que le Groenland qui feraient ce type de test. En tout cas, le Groenland fait partie de cette expérience. Très bien, chère lumière, et on continue avec ma deuxième question. Où allait vraiment l'argent collecté des impôts en France avant? Ah, cette question, le financier et la France mélangée. Alors, j'ai noté que l'argent des impôts allait apparemment vers une caisse noire. Bon, voilà, c'était comme ça que l'on voyait le pays les services se dégrader au fur et à mesure des années. Alors, j'ai noté seulement 3% qui étaient redistribués, oui, vous entendez bien, pour faire tourner le modèle sociétal, donc alimenter un peu les services publics et payer les fonctionnaires. Ouais, ça fait pas beaucoup, en effet. Et les 97% restants partaient vers la caisse noire, qui arrivait dans la grosse caisse noire des corrompus du pays, et ensuite c'était redistribué dans différents programmes obscurs. J'ai entendu les mots Black Programme, donc des choses négatives, comme vous en doutez. Alors, une partie de ces 97% était réservée pour les dépenses perso, les loisirs, le train de vie de ces gens corrompus et de leur délire tout confondu, voilà, comme on peut le comprendre. Et le reste partait dans leur petit programme pensé pour nous. Ah, mais c'est très gentil. Donc, le secteur des guerres, des technologies, de la recherche, de l'alimentation, l'énergie, un volet social de contrôle mental aussi. Voilà, c'est toujours très sympa, que de belles choses, me direz-vous. Donc, des programmes pour asservir l'être humain. Donc j'ai noté que la somme totale des impôts que ces corrompus recevaient chaque année, c'était tellement énorme, c'était en milliards de milliards. Donc ils avaient largement de quoi faire leur petite distribution ensuite. Alors évidemment, ce n'est pas qu'en France, ce modèle merveilleux était appliqué partout sur la planète. Et j'ai l'impression aussi qu'ils redistribuaient un petit dû à leur hiérarchie supérieure, parce qu'il y a toujours un niveau supérieur, voilà, comme une taxe au chef. Donc j'ai posé aussi la question, mais où va l'argent maintenant? Est-ce que ça a changé depuis? Alors j'ai noté qu'il n'y aurait plus la caisse noire. Ah, super. Par contre, on est toujours en distribution pour le pays entre 3 et 4%. Ça n'a pas augmenté apparemment. Il y a toujours une certaine opacité sur où va exactement l'argent. Donc cet argent des impôts aurait été récupéré de façon lumineuse et ce serait en dépôt, en attente. En attente de quoi, me direz-vous? Eh bien, d'être distribué. Et à qui? Eh bien, nous. Ça fait du bien entendre. J'ai demandé depuis quand la caisse noire n'existe plus. Ce serait depuis 2020, où on a tous vécu des moments bien sympathiques, n'est-ce pas? Donc, ça ferait 5-6 ans maintenant que cet argent est en attente de redistribution. Alors, qu'en est-il des 96% restants depuis 2020? Ce sera lié au système financier quantique en attente. Donc, il y a 4% pour les services publics actuellement qui continuent. Il y a également une partie de cet argent des impôts qui serait utilisé pour financer des opérations de l'Alliance cette fois-ci. Et il y a aussi une autre partie qui est en attente pour financer les structures du Nouveau Monde. Ah ah! Et le reste, ce serait le magot accumulé qui est en attente pour être distribué aux gens.
On rajoute bien sûr tout l'argent volé qui a été récupéré à travers le monde et qui attend aussi sa petite redistribution. Bah oui, ça en fait de l'argent, hein. Donc pour résumer, j'ai eu quelques pourcentages environ, voilà, pour donner une idée. Donc 4% pour les services publics de notre société, 15% pour l'Alliance et ses opérations, 37% pour les structures du Nouveau Monde en attente. On est donc à 56% d'utilisés sur l'argent des impôts collectés. Et il nous reste, comme l'émission des chiffres et des lettres, 44% de retour chez nous. Bientôt les lumières, le compte est bon. J'ai noté que pour le moment, le modèle 3D sociétal perdure jusqu'à un certain timing de fin. C'est comme si en surface, on devait continuer le système de répartition des impôts avec les 4% pour que ça ne fasse pas suspect tout de suite. Ça suit le cycle normal en apparence, mais ça va plus du tout au même endroit. J'ai noté aussi que les fonctionnaires classiques des structures de l'État, des impôts, de l'URSSAF, bah eux ils savent pas, hein, voilà, ils sont qu'à leur poste pour remplir un certain travail. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des directions de ces structures, par contre, elles sont peut-être informées de leur côté. En tout cas, quand ça arrive à Bercy, il y a comme un switch et c'est fait de façon très subtile. Pareil au niveau des gens, des fonctionnaires lambda de Bercy, ils sont pas du tout au courant. Il y a très peu de gens qui savent exactement où va l'argent actuellement en France. Ça doit encore rester caché, c'est ce que j'ai entendu. Et nous terminons avec la question de Sylvie. Qu'en est-il du plus grand dolmen d'Europe, le dolmen de Menga? Alors pour la petite histoire, ce domaine mégalithique est situé dans la commune d'Antequera en Andalousie et serait le plus ancien des grands dolmens de la péninsule ibérique. Vers environ 3500 ans avec Jésus-Christ, les habitants de la province de Malaga, dans le sud de l'Espagne, auraient édifié, près de l'actuelle ville d'Antequera, un immense tombeau collectif, le dolmen de Menga. Il est composé d'une grande chambre funéraire d'environ 25 mètres de long et sur 6 mètres de large, entouré par un tumulus qu'on appelle motte de terre et formé des murs au plafond par 32 pierres massives taillées des mégalithes. Et ces derniers pesant plusieurs tonnes pour un poids total d'environ 1 tonne 140 000 kg. Bon, autant dire que c'est encore du lourd comme toutes ces constructions massives et anciennes dans le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai eu en info à ce sujet? J'ai entendu que c'était un site aligné sur les lignes telluriques de la Terre. Un système de lévitation aurait été mis en place pour annuler le poids des pierres et pouvoir les tailler d'une certaine manière et dans un certain sens. Il y a des fréquences qui ont été mises à l'intérieur pour que ce soit donc bien aligné avec la Terre et que cela serve aussi de point de relais avec l'espace pour envoyer une certaine vibration. J'ai l'impression qu'on a essayé de modifier la fréquence pure d'origine qui avait été mise en place. Par qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, la fréquence n'est plus comme avant. Et je ressens que ça fonctionne au minimum pour le moment encore. Ce n'est pas à sa pleine capacité comme avant. Il y a un réseau énergétique à l'intérieur où l'énergie circule et est dispatchée. Et j'entends que ça ferait des centaines de milliers d'années que ça a été construit et par une civilisation plutôt galactique qui aurait implanté des points de relais sur Terre énergétique comme des points d'acupuncture. Mais je ne sais pas de quelle civilisation galactique il s'agit. Voilà ce que je pouvais vous partager sur le dolmen de Menga. Nous avons terminé, chère lumière, notre petit tour de questions-réponses actu. Si vous souhaitez que j'aille voir d'autres sujets, merci de me transmettre vos lumineuses questions à contact@lesvoyagesdeverity.com. Merci infiniment pour tous vos commentaires lumineux et partages sous les vidéos de questions-réponses actu et aussi à travers les enquêtes intérieures, bien entendu. Voici le lien vers mon site internet pour retrouver les services lumineux que je peux vous proposer, rendez-vous de connexion d'âme, questions-réponses personnalisées, mandala vibratoire, signature vibratoire de l'âme et portrait stellaire. Je voulais ajouter que si vous souhaiteriez que je propose d'autres services lumineux que moi je n'ai pas encore pensé et qui pourraient vous être utiles dans votre cheminement spirituel intérieur, eh bien n'hésitez pas à me faire part de vos idées également en commentaire ou à m'écrire sur mon mail. Je serai ravie de pouvoir vous lire. Merci beaucoup. Je termine en vous informant que je suis en cours sur ma deuxième partie d'enquête intérieure. Ben oui, pour le voyage de l'âme, après qu'elle ait quitté définitivement le corps dans la matière, donc l'aventure mystérieuse continue et j'ai hâte de revenir avec de nouvelles infos fraîches à vous partager. Chère lumière, merci à vous tous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tous ensemble. Salutations du cœur!